Le cercueil est petit, trop petit. C'est ma première pensée cohérente alors qu'ils descendent Caleb en terre, le lieu de repos final de mon fils de 9 ans. Mes mains ne cessent de trembler. J'ai essayé de les presser contre mon costume noir, de les serrer jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, même de les fourrer dans mes poches. Rien ne marche. Les larmes coulent sans fin. Des rivières silencieuses sur mes joues que je ne prends plus la peine d'essuyer. Il y a 8 mois, les médecins ont enfin nommé le monstre qui volait la force de mon fils. Trouble sanguin rare, ont-ils dit, comme si l'étiqueter pouvait le rendre moins terrifiant. Caleb a mieux pris la nouvelle que moi, son petit visage sérieux mais déterminé, tandis que le docteur expliquait les traitements. Est-ce que ça fera mal a-t-il demandé, sa voix ferme. Parfois, a répondu honnêtement le docteur, mais nous ferons tout notre possible pour t'aider. Il ne s'est jamais plaint pendant 8 mois d'aiguilles, de transfusions, de médicaments aux noms que je pouvais à peine prononcer. Même quand son petit corps était ravagé par des fièvres qui le laissaient trembler sous les couvertures d'hôpital, il me regardait avec ses yeux si semblables à ceux de son père et disait ⁇ Ça va, papa, ne t'inquiète pas. Alexandre, maintenant, je me tiens seul près de sa tombe. La douleur de leur absence, une douleur physique aussi aiguë que la perte elle-même. Mes parents, qui devraient aussi se tenir à mes côtés. Ma sœur Victoire, qui avait promis qu'elle serait toujours là pour nous. Mélanie, ma meilleure amie depuis la troisième, qui m'avait tenu la main pendant mon divorce, mais n'a pas pu se donner la peine de venir aujourd'hui. Je sors mon téléphone. Un geste réflexe que je regrette immédiatement. Le feed Instagram de Victoire se charge automatiquement. Des photos de sa fête de fiançailles au Grand Hôtel Horizon inondent mon écran, se déroulant maintenant même, à ce moment exact. La voilà. Flûte de champagne levée, diamants scintillants, nos parents rayonnant à ses côtés. L'horodatage montre qu'elle a été postée il y a 20 minutes pendant que j'écoutais le ministre prononcer des mots qui ne pouvaient pas capturer qui était vraiment Caleb. Ça va, mon cher? Je lève les yeux pour voir Angèle, ma voisine âgée, la seule personne qui est venue aujourd'hui. Sa main ridée repose doucement sur mon bras, ses yeux pleins d'une préoccupation sincère. Pendant 18 mois, elle a apporté des repas faits maison à notre maison quand j'étais trop épuisé par les visites à l'hôpital pour cuisiner. Ils ne sont pas venus. Je chuchote, les mots à peine audibles. Pas un seul d'entre eux. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir du rire de Caleb. Le vrai, avant la maladie, quand il jaillissait de quelque part au fond et incontrôlé. Comment il déclarait à 7 ans qu'il deviendrait médecin pour soigner des enfants comme lui un jour. Ce garçon t'aimait plus que tout au monde, dit Angèle doucement. J'acquiesce, me souvenant comment Étienne, mon ex-mari, avait établi un fonds fiduciaire universitaire de 850 000 pour Caleb avant que son entreprise ne le transfère à l'étranger. Si quelque chose devait arriver, avait-il dit, tu es le bénéficiaire résiduel. Je sais que tu honoreras sa mémoire. Il n'aurait pas pu savoir à quel point ces mots importeraient bientôt. Mon téléphone vibre avec un texto. Le nom de ma mère apparaît sur l'écran. Nous devons parler. Apporte les documents du fidéicommis demain. Je fixe le message, le lisant 2 fois pour m'assurer que je comprends. Ils ne sont pas venus aux funérailles de Caleb, mais ils s'intéressent à son fonds fiduciaire. J'écris en retour « J'enterre mon fils aujourd'hui. Je ne peux pas parler de paperasse maintenant. » Sa réponse arrive immédiatement. « Ne sois pas dramatique, Alexandre. C'est important pour toute la famille. » Toute la famille. La même famille qui n'a pas pu consacrer 2 heures pour dire au revoir à Caleb. La réalité de ce qui se passe commence à se cristalliser. Le lendemain matin, je conduis vers la maison de style colonial de mes parents à Oakwood Heights. La porte principale s'ouvre avant que je l'atteigne. Mon père se tient dans l'entrée, son visage un masque pratiqué de préoccupation paternelle qui n'atteint pas ses yeux. Alexandre, entre. Nous t'attendions. Le salon ressemble à une salle de conseil. Victoire s'assoit avec élégance sur le canapé crème, jambes croisées aux chevilles. Mélanie se perche à côté d'elle, étudiant soudainement sa manucure avec fascination quand j'entre. Ma mère se tient près de la cheminée, une main reposant sur une photo de famille encadrée où nous sourions tous. Personne ne mentionne Caleb. Personne ne dit qu'ils sont désolés. Mon père ne perd pas de temps. Nous devons réaffecter le fidéicommis avec Victoire comme administratrice.
annonce-t-il, glissant un document vers moi. Signe ici et ici. Je n'atteins pas le stylo. De quoi parlez-vous? Victoire décroise les jambes et se penche en avant. Alexandre, tu n'es pas en état de gérer ce genre d'argent. Nous essayons d'aider. Ma mère s'approche, sa voix mielleuse de fausse sympathie. Tu as toujours été impulsif avec les finances? Tu te souviens de cette boutique que tu voulais ouvrir après l'université? Je regarde Mélanie, espérant quelques lueurs de l'amitié que nous avions partagée autrefois. Elle croise brièvement mon regard avant de détourner les yeux. Nous avons déjà parlé avec l'avocat d'Étienne, dit mon père. Étant donné ton état mental, il convient que c'est la marche prudente à suivre. Je prends l'un des documents, reconnaissant le langage juridique sur les évaluations de compétences mentales. Une autre page attire mon attention. Recherche sur le droit des fidéicommis, datée d'il y a 14 mois, quand Caleb a été hospitalisé pour la première fois. Vous planifiez ceci depuis que Caleb est tombé malade, je murmure. Pendant que j'étais assis près de son lit d'hôpital, vous recherchiez comment prendre son argent s'il mourait. La portée complète de leur trahison se cristallise. Ils ont rejeté la maladie de Caleb pendant 8 mois, m'appelant surprotecteur quand j'insistais que quelque chose n'allait vraiment pas. Je vois un plan dépassant sous les documents du fidéicommis. Plan de rénovation pour la nouvelle maison de Victoire, un remodelage de cuisine de 200 000, un cinéma maison, une piscine avec cascade. Vous n'avez jamais visité l'hôpital, dis-je, ma voix se stabilisant avec la clarté de la colère. Pas une fois en 8 mois. Victoire secoue la tête, impatiente. Nous pleurons tous différemment, Alexandre. Certains d'entre nous le gèrent simplement mieux. Pourquoi maintenant? Je demande. Pourquoi l'urgence soudaine? Victoire échange des regards avec mes parents. L'entreprise de développement de Robert fait face à des problèmes de flux de trésorerie. Le mariage pourrait devoir être reporté à moins que nous obtenions un financement supplémentaire. Ma mère joue avec son collier de perles. Et il y a la propriété de vacances à Hilton Head. Le marché a tourné et nous sommes un peu étendus. Je me lève, rassemble les documents et les remets dans le dossier. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je, me dirigeant vers la porte. Alexandre? La voix de mon père porte le tranchant aigu que je me souviens des disputes d'enfance. Oh, ne t'éloigne pas de cette table. Je ferme la porte d'entrée derrière moi avec une finalité silencieuse. Dans ma voiture, j'appuie mon front contre le volant. Mon téléphone vibre avec un texto d'Angèle. Comment ça s'est passé? Je suis là si tu as besoin de parler. Je me souviens de quelque chose qu'Étienne avait mentionné lors de l'établissement du fidéicommis de Caleb. Si tu as des questions, contacte Richard Donovan. C'est le meilleur avocat de fidéicommis de l'État. Pour la première fois aujourd'hui, je ressens une lueur d'espoir. Le même jour, le bureau juridique de Richard Donovan brille de bois poli et de livres reliés en cuir. Richard se lève de derrière son bureau d'acajou quand son assistante me fait entrer. Il est plus âgé que je m'y attendais, avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture perchées sur son nez. « Monsieur Walker, veuillez vous asseoir. Je suis vraiment désolé pour votre fils. » Je glisse le dossier sur son bureau. Ce sont tous les documents que j'ai sur le fidéicommis de Caleb. Richard ouvre le dossier, parcourant le contenu avec une efficacité pratiquée. Je me souviens quand Étienne a établi ce fidéicommis. Il était très spécifique sur ses intentions. Il sort un dossier Manila avec le nom d'Étienne sur l'onglet. Cette recherche montre de multiples appels de votre famille au cours de l'année passée. Ils nous ont contactés au sujet du fidéicommis de Caleb. La clarité coupe ma douleur pour la première fois en jour. Il savait les termes du fidéicommis avant que Caleb ne meure. Monsieur Walker, je veux être très clair sur quelque chose. Ce fidéicommis a des dispositions explicites empêchant l'interférence familiale. Étienne a construit de multiples couches de protection spécifiquement pour s'assurer que les fonds iraient à Caleb ou à vous comme bénéficiaires résiduels. Ils n'ont aucune position légale pour contester ceci. Le fidéicommis est hermétique. Alors, ils ne peuvent pas le prendre? Pas légalement, non, mais ils pourraient essayer d'autres tactiques, affirmant que vous n'êtes pas mentalement apte à cause du deuil, par exemple. Nous devons documenter chaque interaction depuis le diagnostic de Caleb, chaque visite d'hôpital que vous avez faite, chaque rendez-vous qu'ils ont manqué. 2 jours plus tard, je m'assois à une table d'angle au Riverside Coffee, une enveloppe Manila placée délibérément devant moi.
Ma famille arrive ensemble. Victoire menant la procession. Mes parents suivant, Mélanie traînant derrière. Victoire atteint immédiatement l'enveloppe Manila. Alors, tu as signé les papiers. Je savais que tu serais raisonnable. Je place ma main fermement sur l'enveloppe. Avant de discuter de tout papier, je veux savoir pourquoi aucun de vous n'est venu aux funérailles de Caleb. Ma mère soupire dramatiquement. Alexandre, nous avons déjà passé par ceci. Les fiançailles de Victoire étaient planifiées des mois à l'avance. C'étaient les funérailles de votre petit-fils, dis-je calmement. J'ouvre l'enveloppe et sors plusieurs photos. Capture d'écran de l'Instagram de Victoire. Horodaté pendant les funérailles de Caleb. Flûte de champagne levée. Bague de diamants scintillants. Tout le monde riant. Pendant que j'enterrais mon fils, vous buviez du champagne et riez. Le visage de Victoire rougit. Tu sors cela de son contexte. Je sors un deuxième document de l'enveloppe. Les termes notariés du fidéicommis sans amendement surlignés en jaune. Étienne a rendu ses intentions très claires. Cet argent est l'héritage de Caleb pour moi. J'ai parlé avec Richard Donovan. Il a la déclaration d'intention originale d'Étienne. Le fidéicommis ne peut pas être modifié, transféré ou accédé par quiconque d'autre que moi. L'expression soigneusement composée de Victoire se fissure. Tu ne mérites pas cet argent. Je n'ai pas besoin de votre type d'aide, dis-je, rassemblant les papiers dans l'enveloppe. Je ne signerai jamais rien. Je sors, sentant leur regard brûler dans mon dos. 3 jours après la confrontation au café, ils déposent une pétition d'urgence pour la tutelle. Le shérif frappe comme un marteau. Quand j'ouvre la porte, il tend une épaisse enveloppe Manila. « Alexandre Walker, vous avez été signifié. » Mes doigts tremblent en la prenant. À l'intérieur, j'étale les documents sur ma table de cuisine. Pétition d'urgence pour la tutelle. Ils ne viennent plus seulement pour l'argent de Caleb, ils veulent le contrôle sur moi. Le téléphone sonne. « Richard, ils ont déposé, » dis-je, ma voix creuse. « Je sais, je viens de recevoir la notification. L'audience est demain. Nous savions que cela arrivait. Nous sommes prêts. » Je retourne au document. Une déclaration sous serment de Mélanie. 3 pages détaillant chaque moment de faiblesse qu'elle a témoigné pendant la maladie de Caleb. Des états financiers montrant mon compte d'épargne épuisé. 18 mois sans revenu stable en prenant soin de Caleb avaient tout drainé. Je vérifie le journal local en ligne. Mes parents, assis dans leur salon immaculé, chagrin gravé dans leurs expressions soigneusement composées. Le titre me donne la nausée. Famille cherche de l'aide pour père en deuil. Nous avons des témoins de caractère prêts, dit Richard. Angèle a plus de 20 voisins venant pour te soutenir. Cette nuit-là, je m'assois dans la chambre de Caleb, tenant son dinosaure en peluche préféré. Les étoiles phosphorescentes que nous avons collées à son plafond brillent encore faiblement. Demain est pour toi, petit bonhomme. Je murmure à sa photo, pour ton héritage. Le lendemain matin, j'entre dans la salle d'audience la tête haute, flanquée de Richard, Angèle et les parents d'Étienne. Victoire, mes parents et Mélanie s'assoient du côté opposé. Levez-vous tous pour l'honorable juge Marianne Peabody. Une femme au visage sévère dans la soixantaine entre, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère. Elle passe en revue la pétition d'urgence avant de s'adresser à la salle. Ce sont des allégations sérieuses. J'attends des 2 côtés qu'ils présentent des preuves, pas des émotions. L'avocat de ma famille se lève. Votre honneur, c'est un cas d'une famille désespérément essayant d'aider un fils et frère qui spirale après une perte inimaginable. Quand Mélanie prend la barre, ma poitrine se serre. Alexandre a changé pendant la maladie de Caleb, témoigne-t-elle. Il est devenu obsessionnel sur les traitements, paranoïaque. Il m'appelait à 3 heures du matin, hystérique. Ma mère prend ensuite la barre, tamponnant des larmes qui apparaissent sur commande. Nous avons le cœur brisé de le voir s'autodétruire. Puis Richard se lève et tout change. Votre honneur, ce que nous assistons aujourd'hui n'est pas de la préoccupation, mais du calcul. Sa voix remplit la salle d'autorité tranquille. Monsieur Walker ne s'est pas autodétruit. Il a été systématiquement ciblé par des membres de la famille qui l'ont abandonné pendant la maladie de son fils, mais sont apparus soudainement quand ils ont appris son fonds fiduciaire.
Il présente des dossiers hospitaliers complets, documentant chaque rendez-vous auquel j'ai assisté, chaque décision de traitement que j'ai recherchée et approuvée. Angèle témoigne ensuite: j'ai vu Alexandre prendre soin de ce garçon chaque jour. Quand il ne pouvait pas garder la nourriture, il a recherché ce qui pourrait aider. Quand il avait peur des traitements, il a créé des histoires de super-héros. Je ne l'ai jamais vu faillir. Le père d'Étienne témoigne: mon fils a établi ce fidécommis avec des instructions explicites. Il m'a dit: papa, si quelque chose arrive à Caleb, Alexandre obtient tout. Il a sacrifié sa carrière, ses économies, tout pour lui donner les meilleurs soins possibles. C'est. Richard présente ensuite l'enregistrement de sécurité de la visite non annoncée de Victoire. Sa voix remplit la salle. Nous détruirons complètement ta réputation. Ma réponse calme suit. Je pense que tu devrais partir maintenant, Victoire. Les vraies couleurs de Victoire émergent dans ces mots suivants. Tu penses mériter cet argent? Tu as toujours été le fardeau. Le juge appelle une pause. Quand elle revient, son expression s'est durcie en granit. J'ai passé en revue toute la preuve et le témoignage dans cette affaire. Cette cour ne trouve aucune base pour la pétition de tutelle d'urgence. En fait, ce que je vois est profondément troublant. Une tentative coordonnée d'exploiter un père en deuil pour un gain financier. Le juge continue: cette cour rejette la pétition avec préjudice. De plus, j'ordonne une ordonnance de restriction immédiate interdisant à tous les pétitionnaires de contacter Alexandre Walker. Le fidéicommis sera dégelé immédiatement et sécurisé contre de futurs défis. Monsieur Walker, dit le juge, me regardant directement, cette cour trouve que vous avez agi avec une force et une clarté remarquables pendant une perte inimaginable. Votre fils serait fier de comment vous avez protégé son héritage. Les reporters attendent dehors, micro tendu. Il y a un mois, j'aurais baissé la tête et me serais dépêché de passer. Aujourd'hui, je m'arrête. Monsieur Walker, comment vous sentez-vous sur la décision de la Cour? Je redresse mes épaules, me sentant plus fort que je ne l'ai été depuis le jour où nous avons reçu le diagnostic de Caleb. Aujourd'hui, justice a été rendue pour mon fils. 6 mois plus tard, je me tiens dans l'unité des troubles sanguins pédiatriques où Caleb a passé tant d'heures. Les murs sont plus lumineux maintenant, peints avec des scènes sous-marines que Caleb aurait adorées. Une plaque près du poste d'infirmière dit Haile Memorial Caleb Walker. Une jeune infirmière s'approche. Je suis Jennifer Abrams, la première boursière Caleb Walker. Je ne peux pas assez vous remercier pour cette opportunité de me spécialiser en hématologie pédiatrique. Caleb aurait été ravi, dis-je, et je réalise que je souris en parlant de lui. Il voulait être médecin lui-même un jour. La Fondation Héritage de Caleb soutient maintenant des familles faisant face aux mêmes batailles que nous avons menées. Couvrant les dépenses que l'assurance ne couvre pas, fournissant un logement d'urgence près des hôpitaux, finançant une formation spécialisée pour les infirmières pédiatriques. Un an jour pour jour, après les funérailles de Caleb, je retourne au cimetière. Le sentier se sent différent sous mes pieds. Plus une marche vers la douleur insupportable, mais une visite intentionnelle à un lieu de connexion. Je place des fleurs fraîches près de sa pierre tombale, traçant les lettres de son nom avec mon doigt. Excuse-moi, appelle une voix. Une femme s'approche avec une petite fille d'environ 7 ans. Êtes-vous Alexandre Walker? Je suis Sarah Mitchell. Voici ma fille, Emma. Emma a été diagnostiquée avec la même condition que votre fils l'année dernière. Le spécialiste financé par votre programme de bourse a trouvé un protocole de traitement qui a fonctionné quand rien d'autre ne le faisait. L'héritage de votre fils a sauvé la vie de ma fille. Emma s'avance, timide mais déterminée. Merci de m'avoir aidé à aller mieux. Je m'agenouille à son niveau, voyant dans son visage l'avenir que Caleb n'a jamais eu. De rien, Emma. Quand elles partent, je sors de ma poche la figurine d'action préférée de Caleb, la même que j'avais placée dans sa tombe il y a un an. Je la place doucement contre sa pierre tombale. J'ai tenu ma promesse, Caleb. Ton héritage est sûr et devient plus fort chaque jour. Debout au même endroit où je me sentais autrefois complètement abandonné. Je suis entouré par la présence de ceux qui sont devenus ma vraie famille. Pas liés par le sang, mais par quelque chose de plus fort, le choix, la loyauté et l'amour. La famille qui compte
n'est pas toujours celle dans laquelle tu nais, dis-je doucement à Caleb. C'est celle qui reste à tes côtés quand tu en as le plus besoin. En marchant vers ma voiture, le soleil matinal chaud sur mon visage, je réalise quelque chose de profond. Parfois, la trahison la plus profonde mène à la transformation la plus puissante. Je ne fais plus que survivre maintenant.